Donc, l'utilisation du bois en construction éco-responsable, c'est le thème que va traiter Robert Beauregard. Vous connaissez tous M. Beauregard comme le doyen de la faculté, mais sachez qu'il est à la fois ingénieur forestier et ingénieur. Il porte les deux chapeaux, qu'il a été entre 2003 et 2008 titulaire de la chaire industrielle du Conseil national de la recherche en sciences et génie sur les produits de bois d'ingénierie structuraux et d'apparence, dont le sigle est CIBISA. Il a été chercheur chez FP Innovation, qui à l'époque s'appelait Forintech, mais il est aussi un membre très actif du consortium de recherche FORAC. Et aujourd'hui, il co-dirige avec un nouveau professeur chez nous, M. Pierre Blanchet, une chaire de recherche du CRSNG sur l'éco-conception dans l'utilisation des produits du bois pour la construction résidentielle. Alors, c'est l'homme tout désigné pour nous parler de construction éco-responsable. Monsieur Beauregard, la parole est à vous. Merci Luc, Catherine, Dave, merci de m'avoir invité aux organisateurs du colloque Rogard et merci à vous de continuer à organiser la Semaine des sciences forestières, qui n'est plus une semaine, comme on l'a appris, qui est devenue une saison, presque, puisque ça s'échelonne sur 3 ou 4 mois. Et merci aux représentants de Kroger d'être là. Merci à l'entreprise de continuer de supporter la Semaine des sciences forestières depuis si longtemps. Je sais qu'il y a l'Ordre des ingénieurs forestiers aussi qui supporte la Semaine des sciences. Bon, merci à tous les gens qui font que c'est possible de tenir l'événement. Effectivement, ce matin, je vais vous parler de l'utilisation du bois en construction éco-responsable. Il faut que je commence par corriger Luc. Je ne suis pas co-directeur de la chaire, je suis co-responsable d'un projet de recherche avec le nouveau titulaire de la chaire, qui est Pierre Blanchet. Je vais essayer de faire le point ce matin sur qu'est-ce qu'on connaît du bois qui vient de l'aménagement durable des forêts dans son impact environnemental, surtout en lien avec la question des changements climatiques, mais je vais toucher aussi une autre question, vous allez voir, chemin faisant. Et donc, qu'est-ce qu'on sait de ça? Quels sont les outils qui servent à analyser ça et à concevoir des bâtiments éco-responsables? Et finalement, je vais faire le point sur les politiques publiques qui sont en train d'être mises en place autour de cette question-là. Comment ça se développe, puis peut-être un peu une petite histoire de comment ces choses-là arrivent, les politiques publiques, et comment peut-être on peut les influencer ou faire qu'elles progressent et qu'elles puissent contribuer à changer les choses dans la société. Ça marchait tantôt, mais là, ça ne marche plus. Et mon ami est parti. Non, ça marche. Depuis le 5e rapport du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe interdisciplinaire sur l'évolution du climat. C'est un groupe de scientifiques qui a été mis sur pied après la rencontre de Rio en 1992 pour suivre la question de l'évolution du climat. À Rio, plusieurs pays ont signé la Convention sur les changements climatiques des Nations Unies et ont convenu de mettre sur pied le GIEC. Et le GIEC s'est mis de 5 ans à 5 ans à publier des rapports sur la science du climat, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution du climat, de ses causes et des moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour ralentir ce changement climatique et peut-être le contrer. Et donc, depuis
Depuis que le GIEC existe, il en est à son 5e rapport. Le 5e rapport est sorti en 2013, mais tout ne sort pas en même temps. Ça sort par tranche et par chapitre, par livre. Et donc, on a le résumé pour les experts, pour les preneurs de décision. On a quelques éléments du 5e rapport du GIEC, mais tout n'est pas encore complètement disponible. Et il y a encore des morceaux qui restent à sortir. Mais ce qui ressort du résumé du 5e rapport, c'est qu'effectivement, actuellement, on a une très grande conviction à l'effet que l'activité humaine depuis 1750 a résulté en un réchauffement climatique. Et en 2012, la température de la planète était de 0,61 degrés Celsius plus élevée que la moyenne de 1860 à 2006. Puis la décennie des années 2000 a été la plus chaude sur la planète depuis que l'on mesure la température moyenne. D'après les prévisions à long terme, la température en 2100 devrait augmenter en moyenne sur Terre entre plus 1,5 degré et plus 2 degrés. En fait, il y a beaucoup de discussions autour de la science du climat. Les degrés d'incertitude sont très grands. Il y a plusieurs modèles qui prédisent l'évolution du climat. Et dans le 4e rapport du GIEC, celui 5 ans avant, on disait que la température d'ici 2100 devrait évoluer entre plus 1,5 degré à plus 6 degrés. Puis là, on aurait rapetissé la fourchette entre plus 1,5 degré et plus 2 degrés. Mais en fait, c'est très difficile de savoir quelle est la fourchette réelle. Et il y a beaucoup d'incertitudes entre tous les modèles. Plusieurs sont convaincus que la température risque d'augmenter de beaucoup plus que 2 degrés, mais on doit constater dans le dernier rapport du GIEC qu'ils ont rétréci la fourchette pour toutes sortes de raisons. Certaines raisons dues au modèle, à leur incertitude, puis d'autres dues à la mise en place des politiques de lutte au changement climatique dont on a ils expriment certaines attentes de résultats, de la mise en place de ces résultats-là, et la résultante de toute cette évaluation-là donne la fourchette de plus 1,5 degré à plus 2 degrés. Mais plus 1,5 degré à plus 2 degrés, c'est déjà un réchauffement climatique énorme. Et ce qu'on a connu à date, à 0,61 degré, cause la fonte accélérée de la calotte glaciaire au pôle Nord, la fonte des glaciers, des neiges éternelles dans plusieurs glaciers d'Asie, d'Europe, un peu partout dans le monde. Il y a déjà des changements qu'on peut observer dans le comportement de la planète avec cette augmentation de seulement 0,61 degré. Et donc, avec un réchauffement qui serait de 3 à 4 fois plus grand que ça, on peut seulement imaginer quelles seraient les conséquences de ça. Je ne vais pas aller en détail là-dessus, il y a d'autres gens qui vont en parler. Mais si on regarde globalement les principales sources d'émissions et les principaux puits, c'est-à-dire, c'est le contraire des sources, les puits, c'est ce qui fixe du carbone sur la Terre. Les principales sources d'origine humaine sont l'utilisation des combustibles fossiles, qui émettent à chaque année 6,4 gigatonnes de CO2 équivalent par année, ce qui est à peu près 2 tiers du problème des émissions anthropiques. La deuxième cause principale, c'est la déforestation dans les tropiques. On va voir tout de suite après pourquoi c'est dans les tropiques. Et les deux principales sources émettent ensemble 8 gigatonnes de CO2 par année. Ici. Et les puits principaux sont les océans et la biomasse sur la Terre émergée. Les océans fixent pour 2,2 gigatonnes de CO2 par année et la biomasse pour 2,6 gigatonnes par année, pour un total des puits de 4,8 gigatonnes, puis un débalancement entre les émissions totales et les puits totaux de 3,2 gigatonnes par année qui s'accumulent à chaque année dans l'atmosphère, qui crée l'effet de serre, le changement du climat. La troisième source la plus importante d'émissions, c'est la production de béton. Quand on fait du béton, on transforme du ciment, de la poudre de ciment, qu'on ajoute avec de l'eau, et la réaction chimique qui résulte dans le ciment émet du CO2. Donc, le carbonate de calcium mélangé avec de l'eau, c'est une réaction qui émet du CO2. C'est la troisième plus importante source d'émissions de gaz à effet de serre, pour à peu près 8% des émissions totales.
Pourquoi j'ai rajouté cette troisième source? C'est que les trois premières sources ont toutes rapport avec la forêt et ont un certain rapport avec le bois en tant que matériau de construction, puisque le bois peut être un substitut pour le béton. Donc, je vais donner plus de détails dans la suite de la présentation. Le GIEC, dans son quatrième rapport, donc dans celui de 2007, disait que la forêt, les écosystèmes forestiers sont un léger puits de carbone. Quand on les regarde de façon isolée et sur une très longue période de temps. C'est-à-dire léger puits de carbone que les arbres, la forêt, fixent du carbone et elles fixent un peu plus de carbone que ce qu'ils émettent. Les forêts émettent du carbone par la respiration, mais aussi à la mort des arbres par la décomposition de la plante. Et à très long terme, les forêts fixent un peu plus de carbone qu'elles n'en émettent. Elles sont légers puits de carbone et créent une accumulation de carbone dans les sols, essentiellement. Quand on fait de la déforestation, dans le fond, ce qu'on se trouve à faire, c'est détruire la partie qui fixe le carbone. On ne garde que la partie émission, c'est-à-dire on coupe les arbres et les arbres sont soit laissés à pourrir et émettre du CO2, ou suite à la récolte, on considère dans la comptabilité que c'est une émission nette, mais on n'a plus la fonction de fixation de carbone. On a détruit l'écosystème, la machine qui permet de fixer du carbone. Donc, ça représente une émission nette de carbone, la déforestation. Ici, c'est la carte de l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, et les forêts. Excusez-moi, j'ai deux pointeurs. Et on voit que la déforestation en rouge, c'est un phénomène des forêts tropicales. Et en Chine et dans certaines régions d'Europe, on a plutôt un mouvement d'afforestation. Mais globalement, il y a plus de déforestation que d'afforestation. Puis en gris, c'est les zones en relatif équilibre. Donc la déforestation, c'est une problématique qu'on a vécue depuis très longtemps, qui a été liée au développement de l'agriculture et de l'urbanisation humaine. Les humains, quand les sociétés se sont développées, ont coupé des forêts pour se nourrir et pour bâtir des villes, pour se loger. Et donc, il y a eu la déforestation dans l'histoire de l'humanité dans plusieurs régions du monde pour ces fins-là. Mais dans les pays riches, depuis 1970, il y a globalement plus de déforestation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvements accélérés, de changement d'affectation des terres, de forêts à zones agricoles ou zones urbaines. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la révolution agraire qui a augmenté beaucoup l'efficacité agricole et maintenant, dans plusieurs régions du monde, plusieurs pays développés, il y a en fait un surplus de production agricole et il y a plusieurs pays qui tendent à remettre en production forestière des terres agricoles, notamment en Europe et en Chine. Donc, on voit dans les pays riches que la déforestation, c'est quelque chose qui a pu être stoppé, mais actuellement, les pays en développement sont encore en train de déforester pour se nourrir, pour du développement urbain, pour se chauffer. Et donc, si les pays développés ont pu cesser la déforestation, je pense que c'est possible de penser qu'on peut la cesser également dans les pays en développement. Et ça devient un enjeu beaucoup de coopération internationale. Puis, il y a une convention internationale qui, j'espère, devrait être finalisée, qui s'appelle REDD, qui permet de lutter contre la déforestation dans les pays en développement. Donc, c'est un enjeu, on peut dire, de coopération internationale, de développement agricole et urbanistique. Et on peut penser que c'est un enjeu qu'on pourrait arriver à contrôler. Il n'y a pas une fatalité à l'effet que les sociétés humaines doivent absolument et à tout prix empiéter éternellement sur les zones naturelles, sur les forêts. Si les pays riches ont réussi à contrôler leur démographie et leur expansion agricole et urbanistique, on peut penser que le reste de la planète peut y arriver aussi. Donc, c'est un enjeu qu'on doit tenter de relever, la question de la déforestation. Par ailleurs, comme société, on utilise des combustibles fossiles. On a vu ces 2/3 du problème des émissions de gaz à effet de serre. Et on produit du béton et d'autres matériaux de construction, d'autres matériaux industriels. Et d'après le GIEC,
dans son 4e rapport, on nous disait que les scénarios d'aménagement durable des forêts, dans lesquels on vient récolter une partie du bois à maturité dans les écosystèmes et qu'on vient substituer des combustibles fossiles et d'autres matériaux de construction comme le béton pour faire ça, pour brûler les carburants à l'origine de bois, de biomasse forestière, ou pour fabriquer des produits de construction. On va émettre des gaz à effet de serre, mais on n'en émettra pas plus que ce qui aurait été émis de façon naturelle à la fin de la vie des arbres. Donc, on dit, si on vient ponctionner une partie de cette croissance des arbres à maturité, et qu'on vient substituer des combustibles fossiles et les autres produits, donc on vient réduire cette flèche d'émission et que simultanément, par la coopération internationale, on réussit à réduire cette flèche de déforestation. La flèche qu'on vient de créer ici, dans le fond, ne vient que substituer une flèche qui, elle, existait déjà dans les processus naturels. Donc, on est en circuit fermé ici, et au total, on a diminué les émissions d'origine humaine qui sont représentées en rouge ici. Et donc, le GIEC nous dit que les stratégies d'aménagement durable des forêts, dont le but est de maintenir ou d'augmenter les stocks de carbone forestier, tout en produisant un rendement annuel soutenu de bois, de fibres ou d'énergie de la forêt, est l'option qui générera à long terme les plus grands bénéfices d'atténuation. Donc ça, c'est une phrase importante et il y a un consensus large sur le rôle des forêts et des produits forestiers dans cette question de la lutte au changement climatique. Si on regarde plus précisément la question de la construction en bois et de la construction, si on veut comprendre et analyser l'impact environnemental de la construction, l'outil le plus efficace, le plus large, le plus... j'ai juste compréhensif en tête, le plus complet pour faire l'évaluation environnementale s'appelle l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est un ensemble d'outils, de méthodologies qui permettent donc de faire l'analyse d'un produit ou d'un processus ou d'un service qui est le fait de l'activité humaine pour voir quel est son impact sur l'environnement. Puis je vais tenter de décrire en quoi ça consiste. Donc, l'analyse de cycle de vie se centre sur une fonction particulière. Ce qu'on analyse, ce n'est pas de la masse, ce n'est pas des tonnes de produits, ce n'est pas des kilos, c'est la possibilité de réaliser une fonction. Et donc, dans la construction, ce qui nous intéresse, c'est la fonction d'habitation, le fait de pourvoir à l'habitation de gens ou à des fonctions ici comme l'enseignement, comme une école, un hôpital, n'importe quel bâtiment peut être analysé par cette approche-là, mais le bâtiment, on commence par le définir par sa fonction. Et quand on procède à l'analyse de cycle de vie, on commence par faire l'inventaire des ressources mises en œuvre, de l'énergie mise en œuvre, de l'eau utilisée à toutes les étapes de la vie du produit. Dans ce cas-ci, on va être dans la construction, donc on a l'acquisition des ressources, que ce soit les matériaux bois, les matériaux acier, béton, etc., la fabrication, ensuite la manufacture des composantes à partir des matériaux bruts, le processus de construction comme tel, ensuite l'occupation, l'utilisation, l'entretien du bâtiment pendant toute sa durée de vie. S'il dure 25 ans ou 50 ans, on va mesurer l'inventaire de la consommation de toutes les ressources pendant toute l'occupation et à la fin de la vie, la démolition, la disposition des matériaux, soit par des voies de recyclage, l'utilisation ou la gestion des déchets par l'enfouissement ou la combustion. Et de tous ces processus, donc de l'acquisition des ressources jusqu'à la fin de vie du bâtiment, on va faire l'inventaire de la consommation des ressources d'énergie et de l'eau et l'inventaire de l'émission dans l'air, dans l'eau et dans le sol de tous les rejets du produit ou du système. Donc, la première étape de l'analyse de cycle de vie, c'est l'inventaire à travers tous les processus de qu'est-ce qui est consommé et qu'est-ce qui est émis dans l'environnement. Et à partir de ces résultats d'inventaire, donc l'inventaire au début, pour tous les processus,
on établit la relation entre cette consommation de ressources et ces émissions dans l'environnement à partir d'une série d'indicateurs d'impact intermédiaires, comme la toxicité humaine, les effets sur la respiration humaine ou animale, les effets ionisants, la déplétion de la couche d'ozone, l'acidification de l'eau, enfin toute une série de facteurs. Et par la suite, je ne sais pas ce que je fais là, mais par la suite, on va de ces indicateurs d'impact intermédiaire, on va en déduire des indicateurs de dommages qui, eux, sont regroupés en 4 catégories. Les dommages sur la santé humaine, les dommages sur la qualité des écosystèmes, les dommages en termes de changement climatique et les dommages en termes d'utilisation des ressources, soit non renouvelables ou soit de façon abusive pour les ressources renouvelables. Donc, on fait un inventaire, puis ensuite, de cet inventaire-là, on déduit des impacts sur des facteurs intermédiaires, puis sur des facteurs de dommages à la fin. Pour faire ça, on a toute une série d'outils. Et ici, j'utilise comme exemple CIMAPRO, qui est le logiciel d'analyse de cycle de vie le plus utilisé dans la communauté de ce domaine de recherche. Et quand on utilise CIMAPRO, on peut utiliser tout un groupe de bases de données qui contiennent déjà des données d'inventaire de toute une série de processus qui ont déjà été mesurés dans le monde, dans un grand nombre de pays. La base de données la plus grande, la plus générale, la plus utilisée s'appelle EcoInvent. EcoInvent est originaire de Suisse. C'est une base de données qui a été développée en mode ouvert, open source. Et donc, n'importe qui dans la planète qui maîtrise la méthodologie peut contribuer à la base de données EcoInvent. Donc, partout dans le monde, des chercheurs qui accumulent des données d'inventaire peuvent contribuer à la base de données EcoInvent. Il existe toute une série d'autres bases de données qui sont plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées, plus ou moins nationales, plus ou moins internationales. EcoInvent est ouvert et international, c'est celle que nous utilisons dans nos travaux. Et quand on a fait les inventaires, modéliser le produit, déterminer les frontières du système et modéliser les processus impliqués dans le produit, dans toutes les étapes du cycle de vie. Ensuite, on applique les méthodes, les méthodologies d'analyse de l'impact environnemental. Et là, on va utiliser une série d'autres outils. Pour les impacts intermédiaires, il existe toute une série de logiciels qu'on peut utiliser comme Tracy, Recipe. Et pour les impacts de dommages, on va utiliser là aussi toute une série de logiciels d'évaluation d'impact. Nous, on utilise Impact 2002+, qui en 2014 va devenir Impact Worlds. Impact a été développé par le groupe qui développe EcoInvent et CIMAPRO. Donc, c'est l'outil d'évaluation d'impact qui, lui aussi, est ouvert à la critique et ouvert à tous les développements. Cette science de l'analyse d'impact environnemental par l'analyse de cycle de vie est relativement jeune. Ça fait pas plus de 15 à 20 ans qu'on a développé les principaux outils. Donc, 15 à 20 ans, ça veut dire qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de blocs légaux qui ne sont pas présents et à chaque fois qu'on fait une évaluation, souvent, il faut construire soi-même ces blocs légaux pour arriver à faire une construction. Donc, c'est pas simple. J'ai mentionné CIMAPRO, qui est un outil générique et ouvert. Il faut mentionner, je pense aussi, Athena, qui est l'effort de développement, un effort de développement qui origine du Canada. Et à l'origine, il y avait des gens de la construction en bois, en béton, en acier. Il y a des gens de l'aluminium qui se sont joints au groupe, qui ont mis ensemble du financement pour développer un outil commun d'analyse d'impact environnemental dans la construction. Donc, Athena est spécifique au domaine de la construction. CIMAPRO est générique. On peut appliquer ça pour évaluer l'impact environnemental d'un vélo, d'un Hummer, d'un téléphone cellulaire, d'une construction, de n'importe quoi. Mais Athena, lui, a été développé exclusivement pour la construction. Athena n'est pas un outil open source, dans le sens qu'on ne peut pas y contribuer, on l'utilise
tel qu'il est. Et il continue d'être développé. Mais on peut dire qu'Athena est utile surtout pour les concepteurs, les architectes, les ingénieurs qui ne sont pas des experts d'analyse environnementale, mais qui veulent avoir une évaluation sommaire. C'est un outil complet, facile d'utilisation et accessible pour des professionnels qui ne veulent pas devenir des chercheurs en analyse de cycle de vie. Alors que CIMAPRO, lui, est plus un outil de recherche qui va être utilisé dans la communauté des chercheurs pour repousser les frontières de la connaissance et élargir notre compréhension des enjeux. Donc, si on reprend l'analyse de cycle de vie en ce qui concerne la construction en bois et qu'on part de la fin à la fin du cycle de vie, à la démolition et à la disposition des déchets de construction, comme j'ai dit, on peut réutiliser, ce qui est une option qu'on ne fait pas beaucoup au Québec et au Canada. Il y a un mouvement pour la réutilisation des matériaux dans des bâtiments soit recyclés ou neufs, mais c'est encore relativement marginal. On peut par ailleurs recycler les matériaux bois de déchets de démolition, ce qu'on fait relativement beaucoup. On récupère pas mal de déchets de bois qui sont acheminés vers des usines qui font des panneaux de particules, des panneaux de fibres, qui vont être utilisés pour faire de l'ameublement, des armoires de cuisine. Donc, tout ce qui est panneaux agglomérés de particules ou de fibres utilise ce déchet-là. Et au Québec, il y a plusieurs usines qui fabriquent ce genre de produits-là. Donc, on a un circuit de recyclage qui existe et qui est fonctionnel. Les autres options sont l'enfouissement et l'incinération. À l'échelle du Québec, on ne pratique pas beaucoup l'incinération. La Ville de Québec a un incinérateur, mais ailleurs, il n'y a pas tant que ça d'installation d'incinération. L'incinération, si on s'en sert pour produire de l'énergie et substituer de l'huile, du pétrole, c'est une option très valable et qui a un impact positif en termes du bilan environnemental. La dernière option, c'est l'enfouissement. C'est l'option la moins intéressante parce qu'elle ne crée pas de valorisation du déchet. Et des sites d'enfouissement, si on ne récupère pas le méthane, on a l'émission d'un gaz à effet de serre très puissant, le méthane. Par contre, il semble, d'après les évaluations, la connaissance des bilans environnementaux des sites d'enfouissement contenant des déchets organiques, notamment le bois, se raffine avec le temps. Et il semble, d'après les dernières études qui datent de 2013, que plus de 50% du matériau organique stocké dans les sites d'enfouissement devient un stock permanent. Donc, il n'est pas réémis dans l'atmosphère. Donc, l'option d'enfouissement peut être intéressante. Elle l'est surtout si on récupère le méthane qui est émis et qu'on l'utilise pour du chauffage ou pour quoi que ce soit. Là, dans ce cas-là, ça devient une option très intéressante, très positive. Mais ce qu'on peut voir, donc, dans toutes les options de disposition en fin de vie, ah oui, dernière chose, c'est que le Québec, à partir de 2014, ne permettra plus l'enfouissement de déchets de bois dans les sites d'enfouissement. Donc, l'option la moins intéressante ne sera plus disponible au Québec, en principe, à partir de 2014. Je ne sais pas à quel point et comment efficacement ça va être appliqué, mais il semble qu'on est à la veille de la mise en place de cette politique de gestion des déchets. Donc, toutes les options de fin de vie présentent un intérêt et ont un bilan plutôt positif quand on regarde l'impact environnemental de fin de vie de la construction en bois. Si on remonte à la partie d'opération du bâtiment, pendant la vie utile du bâtiment, la période d'occupation et de maintenance, on peut constater, ça c'est une étude pan-canadienne, dans laquelle on a pris des bâtiments administratifs à Vancouver et Toronto sur un cycle de vie de 50 ans. Et ce qu'on a observé, c'est que l'énergie d'opération, c'est-à-dire l'énergie utilisée pour chauffer ou climatiser le bâtiment, sur la vie complète du bâtiment, représente 80% de l'énergie consommée dans tout le cycle de vie du bâtiment. Et ici, en bleu, ce qu'on a, c'est l'énergie qu'on appelle intrinsèque, contenue ou nécessaire pour mobiliser les matériaux de construction au moment de la construction initiale du bâtiment. Et ce qu'on a en vert, ici, c'est l'énergie requise pour mobiliser les matériaux pour faire la maintenance du bâtiment pendant toute la vie du bâtiment. Donc, l'énergie intrinsèque dans les matériaux, ça représente au total à peu près 20% de toute l'énergie impliquée dans le cycle de vie du bâtiment. Puis, l'occupation, le chauffage, la climatisation, c'est 80%.
si on construit en bois, on peut améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et réduire le 80% de consommation pendant la période d'opération. Ici, c'est un exemple de construction en béton avec des parois, des murs qui ont une isolation de très haut niveau. Et donc, c'est une photo infrarouge prise en hiver d'un chantier de construction qui est ici sur René Lévesque, un des condos qui a été ouvert sur René Lévesque récemment, tout près de l'université. Et on voit la dalle de béton ici. Le mur est bien isolé et donc vis-à-vis les fenêtres et les murs, on n'a pas trop de transfert d'énergie, mais vis-à-vis la dalle de béton, on a un pont thermique visiblement, on a des pertes de chaleur très importantes. Et donc ça, c'est lié directement au mode de construction en béton. Et si on faisait ce bâtiment-là en bois, en matériaux bois, soit en panneaux CLT ou en bois conventionnel, on n'aurait pas ces ponts thermiques-là, on aurait une baisse de consommation énergétique de l'ordre de 15%. Donc, on voit que l'utilisation du matériau bois peut contribuer à améliorer l'efficacité énergétique. Et en plus, aujourd'hui, ce que je vous ai montré tantôt, cette courbe-là, c'est pour des bâtiments moyens au Canada. C'est une étude qui date de 1996, mais les bâtiments qui ont été étudiés dataient des années 70-80. Et aujourd'hui, on sait faire des bâtiments à beaucoup plus haute efficacité énergétique et de fait, le code du bâtiment requiert que tous les nouveaux bâtiments aient une efficacité beaucoup plus grande que ce qu'on voit ici. Et donc, quand on applique les normes d'aujourd'hui, la consommation dans l'énergie d'opération baisse d'environ 30%. Si on utilise les meilleures technologies disponibles aujourd'hui en efficacité énergétique, on peut baisser de 70% la consommation dans l'énergie d'opération. Donc, on sait réduire de beaucoup notre énergie d'opération. Et plus on réduit la consommation d'énergie d'opération, plus le segment de l'énergie intrinsèque devient important. En ce qui concerne l'énergie intrinsèque, donc l'énergie requise pour mettre en œuvre les matériaux de construction, on a ici un exemple d'une poutre de 7,3 mètres de portée. Si on fait cette poutre-là, qui est conçue pour supporter une certaine charge dans la construction, si on la fait en béton, on va devoir émettre 345 kg de CO2. Si on fait la même poutre en acier, on va devoir émettre 252 kg de CO2. Si on la fait en bois, on va émettre seulement 60 kg de CO2. Donc, il y a par substitution une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un ordre de grandeur. En plus, on a un effet de stockage dans le matériau bois qui est temporaire pendant la vie du bâtiment, mais on a vu, dépendant des scénarios de fin de vie, qui peut devenir permanent, dépendant du scénario de fin de vie. Donc, il y a un bénéfice permanent, irrévocable, dû à la substitution. Chaque fois qu'on n'a pas construit en béton ou en acier, on n'a pas émis ce gaz à effet de serre-là, et donc ça, c'est un gain irrémédiable qui ne peut pas être renversé. Puis, le gain de stockage, lui, est temporaire, mais peut devenir permanent, dépendant du scénario de fin de vie. Quand on a fait le bilan environnemental de l'édifice Fondation CSN, l'édifice de 6 étages en bois au centre-ville, on a vu que dans ce bâtiment-là, on a consommé 980 mètres cubes de bois dans la structure, ce qui représente, ce qui a requis les émissions de 175 tonnes équivalent de CO2, et ce qui a permis la substitution de 1800 mètres cubes de béton, qui lui aurait requis l'émission de 626 tonnes de CO2. Et donc, le bénéfice de substitution dans ce bâtiment-là était de 450 tonnes de CO2. Puis, le bénéfice de séquestration, le CO2 contenu dans le bois pendant la vie du bâtiment, donc pendant toute la durée de vie de ce bâtiment-là, est de 900 tonnes équivalent de CO2. Et donc, le bénéfice net, incluant le permanent et temporaire, est de 1350 tonnes équivalent de CO2, ce qui représente l'utilisation de 270 voitures pendant une année, en termes de consommation d'énergie. Ici, c'est une analyse de cycle de vie qu'on a fait de ce bâtiment-là, dans lequel on va plus loin que le bénéfice carbone. Ce que je viens de vous donner, c'est le bénéfice carbone ici. Donc, le projet bois émet moins de CO2 que le projet en béton, son équivalent en béton. Mais ce qu'on a vu apparaître pour la première fois dans cette étude-là, qu'on a faite en 2010 à 2012, en fait, on a fait l'étude en 2010
Et par contre, on a appliqué les logiciels d'évaluation d'impact de la version de 2012 et de 2013. Et comme j'ai dit tantôt, c'est une science qui est jeune et qui évolue beaucoup. Jusqu'à la dernière version de Impact 2002+, donc la version de 2012, on n'avait aucun facteur d'impact sur la qualité des écosystèmes. Et ce qu'on nous disait dans EcoInvent, c'est qu'il y avait tellement de controverses sur les résultats et de variations entre différents résultats, entre les résultats d'utilisation de bois qui viendraient de l'Amazon, de la forêt boréale canadienne, ou russe ou finlandaise, qu'il n'y avait pas de facteur unique d'évaluation d'impact sur la qualité des écosystèmes. Mais dans Impact 2002+, on a fait apparaître un facteur d'impact sur la qualité des écosystèmes, et ce que ça donne ici, c'est que de faire la construction en bois, ça donne un impact sur la qualité des écosystèmes 2 fois pire que de faire l'équivalent en béton. Et donc, on a creusé pour voir d'où venaient les résultats, et effectivement, dans la dernière version d'Impact 2002+, ce qu'on nous donne, c'est un facteur qui est calculé à partir de l'évolution de la biodiversité, l'évaluation du changement de biodiversité entre 1850 et 1995 en Suisse, dans l'aménagement forestier suisse. Donc, quelle a été la perte de biodiversité forestière en Suisse entre 1850 et 1995? C'est ce facteur-là qui donne le facteur d'impact ici. Évidemment, c'est un facteur qui a suscité beaucoup de controverses. Et suite à l'apparition d'Impact 2002+, il y a eu l'été dernier, en juillet 2013, publication d'un article qui va servir à la prochaine génération d'Impact World, dans lequel on a régionalisé ces données d'évaluation de perte de biodiversité dans 9 grands biomes de la planète. Et donc, dans la prochaine version, on ne va pas avoir seulement la Suisse comme point de référence, on va avoir 9 biomes planétaires. Donc, on va pouvoir dire, si ça vient de la forêt boréale canadienne, par exemple, on va pouvoir choisir le facteur, le bois origine de la forêt boréale. Cependant, dans la forêt boréale, il n'y aura pas de différence encore entre les modes d'aménagement. Qu'on soit dans un régime d'aménagement écosystémique, dans un régime de plantation intensive ou dans un régime en Russie, il n'y aura pas de différence dans les facteurs d'impact. Donc, c'est un domaine où il y a clairement besoin de plus de recherche pour, entre autres, voir si on a une approche d'aménagement écosystémique. Dans un cadre général d'aménagement durable des forêts, quelle est la perte de biodiversité, quel est le facteur sur la qualité des écosystèmes qui soit approprié. Donc, ça, c'est une des limites actuellement du système d'évaluation. Mais ça donne ce résultat-là. C'est un sujet de recherche future. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'analyse de cycle de vie donne des réponses et permet de répondre à des questions et de faire une évaluation environnementale, mais c'est un outil qui a besoin d'être encore développé, puis en fait, il y a beaucoup de chercheurs qui s'attaquent à ça. Maintenant, étant donné que la relation entre l'utilisation du bois et la question du climat est, elle, très fermement établie et très bien acceptée, il y a de plus en plus de politiques publiques qui visent à tenir compte de ça dans les normes de la construction. Et au Québec, il y a eu différentes démarches qui ont été mises sur la place publique, et entre autres le ministère des Ressources naturelles, dans les années 2010-2011, avait soutenu avec Ressources naturelles Canada une démarche à laquelle moi j'avais été associé, qui était la Coalition Bois Québec. Puis la Coalition Bois Québec a été chercher un consensus avec des groupes environnementalistes, des industriels, des gens de la construction qui s'intéressaient à la construction écologique pour dire, ben, chaque fois qu'on a l'occasion d'utiliser du bois plutôt que du béton ou de l'acier, on devrait le faire. Puis la Coalition a fait la promotion de ce message-là. Comme c'est un message financé par des deniers publics, ça a suscité des réactions, notamment de l'industrie de l'acier et du béton. Puis on dit, ben là, pourquoi on ferait la promotion du bois, puisqu'on crée des jobs aussi dans l'industrie de l'acier et du béton. Et suite à ces interpellations, le ministère des Finances du gouvernement du Québec avait demandé qu'il soit formé le comité Beaulieu, qui a été présidé par Léopold Beaulieu, président du Fonds d'action.
et dont il y avait toute une série de membres, mais dont le président de la Régie du bâtiment du Québec, le président de l'Ordre des ingénieurs du Québec, le président de l'Ordre des architectes du Québec, le président de la Société immobilière du Québec, des gens du ministère des Finances et les suspects habituels, des gens d'AFP Innovation, moi, des consultants, des gens de Sécobois, des avocats, pour regarder est-ce que ça serait une bonne chose de faire la promotion de l'utilisation du bois dans le contexte de la lutte au changement climatique. Et donc, le mandat avait été confié par le ministère des Finances et visait à demander au groupe de prendre en compte et mesurer les bienfaits de la construction en bois en matière de développement durable et en misant sur le bilan carbone, donc de définir des méthodologies qui permettraient de faire ça et s'assurer que le devoir respecte son devoir d'exemplarité dans l'utilisation du bois dans ses infrastructures. Si le gouvernement fait la promotion de l'utilisation du bois, il devrait lui-même l'utiliser. Et le mandat était également d'accroître la place accordée aux matériaux bois dans les cursus scolaires des futurs professionnels du bâtiment, notamment les architectes et les ingénieurs civils, que ce soit au niveau de l'enseignement technique ou universitaire et collégial. S'assurer que les normes de construction en vigueur au Québec permettent l'utilisation de ce matériau tout en respectant les normes de sécurité établies par la Régie du bâtiment du Québec. Donc le comité a fonctionné, a travaillé sur ces 4 éléments de son mandat et il est arrivé à un certain nombre de constats. En termes des bénéfices carbone, on a démontré que les bénéfices carbone du bois étaient reconnus et bien établis et le comité a souhaité faire référence à la loi du développement durable et au plan d'action climat du Québec qui vise à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du Québec et donc à tenir toute une série d'actions et à mobiliser le fonds vert qui est alimenté par la taxe sur l'essence pour tenir ces actions-là. Donc, ils ont dit qu'on devrait référer à la loi sur le développement durable et au plan d'action climat pour avoir des actions de promotion de l'utilisation du bois. Et on a identifié la nécessité d'adapter les bases de données, donc je mentionnais tantôt CIMAPRO et toutes les EcoInvent, les bases de données, donc les construire pour le contexte québécois, avec des données d'inventaire québécois basées sur le mode d'aménagement forestier québécois. Là encore, là, ça peut paraître plus simple que c'est en réalité, mais c'est des travaux qui se déroulent en ce moment. Et on a suggéré qu'un facteur assez simple qui est, à chaque fois qu'on utilise 1 mètre cube de bois, on puisse justifier l'élimination permanente, la non-émission d'1 tonne de CO2 dans l'atmosphère comme un indicateur simple, quitte après à développer des indicateurs plus complexes. Et en termes de devoir d'exemplarité, on a recommandé que tous les ministères et organismes gouvernementaux appliquent cette règle-là du devoir d'exemplarité, qui construisent effectivement eux-mêmes en bois, et que tous les gestionnaires du parc immobilier du gouvernement du Québec soient initiés, formés aux bénéfices, aux attributs environnementaux du matériau bois. En termes du cursus scolaire, on a recommandé que tous les programmes de génie civil, notamment en structure, aient un cours obligatoire de bois, c'est-à-dire que le bois soit enseigné au même niveau que l'acier et le béton, ce qui n'était pas le cas auparavant. Là, il y a eu un changement dans ce sens-là. Et également, le comité a recommandé que le Code national du bâtiment soit amendé pour permettre la construction en bois de bâtiments jusqu'à 4 et 5 étages, dépendant des catégories de bâtiments. Et on recommandait également pour le Code du bâtiment de documenter des exemples de bâtiments jusqu'à 6 étages, ce qui n'était pas possible dans l'ancienne version du Code du bâtiment. Donc, le comité a fait toutes ces recommandations-là. Donc, on a identifié une série d'obstacles. Et suite aux travaux du comité Beaulieu, donc le comité Beaulieu a remis son rapport en mars 2013 et en Beaulieu en mars 2012 et en avril 2013, le gouvernement du Québec a annoncé l'adoption de ce qu'ils appellent la Charte du bois, dans laquelle ils ont effectivement annoncé que le Code du bâtiment, que le leadership gouvernemental allait être assumé, c'est-à-dire qu'ils allaient assumer le devoir d'exemplarité.
c'est pas clair pour moi quel mécanisme ils mettent en place pour que ça arrive effectivement, parce que ça demande une cohésion interministérielle qui est complexe, puis qui, à mon sens, n'est pas encore en place. Mais en tout cas, ils ont pris l'engagement d'exercer le devoir d'exemplarité, donc le devoir de leadership gouvernemental, de construire eux-mêmes effectivement en bois. Ils ont effectivement modifié, dans construire avec du bois, modifié le code du bâtiment pour permettre la construction d'édifices de 4 et 5 étages, ce qui n'était pas permis avant. Donc, ils ont mis en place une des recommandations du comité et ils ont effectivement fait des recommandations aux universités et aux ordres professionnels pour que soit mise en place une formation plus avancée sur le bois comme matériau de construction. Et ils ont mis en place un volet sur la recherche et l'innovation qui a permis, entre autres, une partie du financement de la chaire de Pierre Blanchette sur la construction éco-responsable en bois. Donc, on voit qu'il y a eu des retombées en termes de politique et d'action de ces travaux du comité Beaulieu. En conclusion, ce qu'on voit dans ce qu'on connaît à date de la relation entre la forêt et le climat, c'est que l'aménagement durable des forêts et l'utilisation du bois sont considérés comme figurant parmi les meilleurs outils dans la lutte au changement climatique. L'aménagement durable des forêts ou l'aménagement forestier seul ne crée pas un bilan favorable supérieur au scénario de conservation des forêts. Si on laisse les forêts pousser toutes seules, ils créent un stock de carbone qui est à peu près équivalent à tous les scénarios d'aménagement qu'on peut avoir. L'aménagement seul ne crée pas de différentiel, d'après la connaissance qu'on a actuellement, de différentiel de bénéfices carbone. Mais l'aménagement des forêts, l'aménagement durable des forêts et l'utilisation des produits forestiers créent des bénéfices sur lesquels il y a un large consensus. Ensuite, l'analyse de cycle de vie est la meilleure approche disponible pour évaluer l'impact environnemental. Mais l'ACV est une science jeune, puis beaucoup reste à faire pour en améliorer les outils. Les bénéfices carbone de la construction sont fermement établis, mais il reste beaucoup à faire pour bien établir l'impact de l'utilisation du bois sur la qualité des écosystèmes dans le cadre de l'aménagement forestier durable. Donc, dans la diversité des régimes d'aménagement forestier, quel est l'impact sur la qualité des écosystèmes? C'est une question qui reste encore à documenter en termes d'alimenter les outils d'analyse de cycle de vie, qui n'est pas actuellement bien documenté dans les outils d'analyse de cycle de vie. Donc, il y a beaucoup de travail pour compléter ça. Et à la fin, c'est beau de faire de la science et d'avoir des connaissances, mais il est essentiel de traduire ces connaissances en politique publique efficace et efficiente. Et ça, c'est tout un défi. Même si on met en place des chartes, ça ne change pas la réalité du jour au lendemain instantanément. Et il faut un suivi, il faut élargir le cadre de ça. Donc, c'était ce que j'avais à vous présenter ce matin. C'est la liste des références que j'ai utilisées. Je ne sais pas si on a quelques minutes pour des questions, Monsieur le Président. Bien sûr qu'on a quelques minutes. Je vous remercie, M. Doyen, mon cher ami Herbert. 45 minutes pile, c'était ce qui était prévu. Alors, oui, M. Chamberlain, première question. Vous avez mentionné que dans les options de cycle de vie, de matériaux, de construction, d'incinération, on n'a pas parlé de l'option de cogénération qui fait référence à Oui. Oui. Sous incinération, en fait, là, ça inclut toute une série d'options technologiques possibles, dont la cogénération. Je ne les ai pas traitées en détail, mais effectivement, tous les modes de combustion ne sont pas équivalents. Et il y en a qui sont plus avantageux que d'autres. La cogénération, en autant qu'on a une utilisation pour la chaleur, est certainement l'option la plus efficace, la plus en termes d'impact environnemental et en termes de production d'énergie. Si on ne fait que produire de l'électricité dans une centrale de cogène, là, c'est beaucoup plus controversé et douteux. Mais si on a effectivement une utilisation pour la chaleur et qu'on produit l'électricité en même temps, c'est l'option qui génère le maximum de bénéfices environnementaux et qui a le maximum d'efficacité énergétique également, au plan technologique. Dans plusieurs usines de pâte et papier, surtout les usines chimiques, on va utiliser la cogène, on va utiliser les déchets de lignine pour produire l'énergie et donc la chaleur pour le processus et de l'électricité en même temps. Donc ça, c'est une option qui est très intéressante.
questions? J'en ai peut-être une, tiens. Quand on regarde les résultats de l'utilisation du matériau bois, vous faites une analyse du cycle de vie et on regarde les résultats avec on regarde les impacts sur la santé, sur les écosystèmes, sur les changements climatiques et sur les ressources naturelles. Bon, c'est effectivement très spectaculaire de se rendre compte que le bois tout à fait déclassé par le béton pour les écosystèmes. Et donc, on prend pourquoi? C'est parce qu'on se base sur ce qui s'est passé en Suisse. C'est une expérience relativement restreinte à l'échelle de la planète. Mais on ne peut pas dire que le bois déclasse avantageusement le béton pour les trois autres indicateurs qui sont santé, changement climatique et ressources. Qu'est-ce que ça inspire aux chercheurs sur l'analyse des cycles de vie? Oui, mais en fait, l'image que j'ai montrée, si les différences semblent petites, c'est parce que ce qu'on a comparé, c'est l'option de la construction en bois avec la construction en béton. La seule chose qui change entre les deux, c'est la structure. Le reste du bâtiment est à l'identique. Donc, dans les deux bâtiments, on n'a plus un vrai bâtiment dans lequel on a un stationnement souterrain en béton. Donc, il y a une grosse masse qui est commune aux deux. Donc, dans le delta, quand tu dis le bois ne déclasse pas, si on avait comparé que la composante bois, la structure, plutôt que d'analyser les bâtiments, si on avait analysé que la structure, là, on aurait eu des différences très grandes et le bois aurait surclassé le béton et l'acier avec un différentiel beaucoup plus grand, autant en facteur de toxicité humaine, de ponction des ressources, que de changement climatique. Pourquoi la différence était minime là? C'est qu'on a comparé le bâtiment, puis il y a une grande partie qui est le stationnement en béton, qui reste pareil. Donc, il y a une partie qui ne change pas entre les deux. Si on avait voulu comparer seulement la composante structure bois, structure béton, là, les différences, les contrastes auraient été beaucoup plus grands. Donc, ça, c'est bien établi. Puis, c'est effectivement sur le facteur d'indicateur qualité des écosystèmes qu'il y a beaucoup à faire pour intégrer la connaissance actuelle à l'outil. On est vraiment au premier balbutiement d'intégration de la connaissance dans les outils. Et jusqu'à 2012, en fait, il n'y avait rien du tout. On n'avait même pas aucun facteur d'évaluation d'impact. Donc, ce qu'on a montré là, c'est la toute première version d'une tentative de représenter ça. Et déjà, suite à une publication de cet été, on a une meilleure évaluation, mais on sait déjà qu'elle va être elle-même imparfaite parce qu'elle ne représente pas la diversité des régimes forestiers dans les biomes. Donc, on n'a que des évaluations moyennes des grands biomes de la planète. Alissa? Robert, pourquoi on a tellement manque de lien avec la qualité des écosystèmes? Est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est un manque de... Est-ce que c'est juste une question de temps, d'intégration des connaissances? Où sont les problèmes plus évidents pour remplir ce vide-là? Bien, premier élément, c'est le temps. Comme j'ai dit, ces outils-là n'existent que depuis une quinzaine d'années. Et CIMAPRO ne s'intéresse pas que, l'outil CIMAPRO n'existe que depuis une quinzaine d'années. Avant, il y avait d'autres choses, mais qui étaient beaucoup plus focusées. CIMAPRO, c'est la première tentative de représenter tous les processus de l'humanité. Et donc, c'est une œuvre gigantesque qui va prendre plusieurs années avant d'avoir un niveau de complétude. Puis, il y a eu des études pour tenter de mesurer ça, sauf que les résultats qu'on a obtenus allaient tellement dans toutes les directions que pendant longtemps, on n'arrivait pas à les intégrer avec une réponse. Tu sais, il faut voir que ce que ça montre, ça, c'est des agrégats immenses. Tu sais, on agrège un paquet de facteurs d'impact, des facteurs intermédiaires dans des facteurs de dommages. Donc, il y a des effets d'agrégation presque monstrueux. Et beaucoup de gens disent que c'est pas sérieux parce qu'on agrège trop de choses et ça ne veut plus rien dire à la fin, surtout quand on se rend au dommage à la fin, à la toute fin. Mais en fait, c'est la seule manière d'avoir une évaluation, de se rendre jusque-là. Et donc, oui, ça suscite beaucoup de controverses. Puis oui, toutes les premières études qui ont été disponibles donnaient des résultats qui étaient tellement divergents
que les gestionnaires d'outils disaient ben, on peut pas publier ça parce que ça va trop dans toutes les directions. Là, il commence à y avoir de plus en plus de consensus, je dirais, depuis l'été passé, depuis les publications auxquelles j'ai référé, pour que ça commence à se raffiner. Mais je dirais que parce que la recherche sur l'évolution de la biodiversité à l'échelle en biologie, ça existe depuis longtemps, mais c'est son intégration dans les outils d'ACV qui, elle, est à l'état embryonnaire. Et parce que ces outils-là, il faut voir que les premières études d'ACV, c'était sur les automobiles, sur qu'on prenne des matériaux de construction, c'est relativement récent dans l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premières études qu'on a vues ici, c'était sur les ampoules fluoro-compactes. Bien, ça, c'est un objet relativement simple comparé à des matériaux de construction qu'on utilisait à très grande échelle. Et donc, c'était beaucoup plus facile d'aller cerner l'usine dans laquelle c'est fait, où elle s'approvisionne, puis faire l'étude, puis avoir des résultats. Mais, tu sais, c'est de ça qu'est venue l'analyse de cycle de vie, de tous les processus industriels qui existent. Et là, ici, on rentre avec une question de l'ordre de la biologie, de l'ordre des écosystèmes et de leur évolution qui est très complexe et qui, en général, n'est pas mis en relation avec les questions industrielles, les processus industriels. Donc, pour eux, c'est une initiation de maîtriser la littérature puis de s'approprier une méthodologie qui permettrait de rendre compte de ça. Donc, je dirais le temps et le développement du consensus à l'intérieur de la communauté pour arriver à avoir une reddition de compte qui ait du sens, qui veut dire quelque chose. Louis. Alors, une question ici en avant, puis après on va aller derrière. En parlant fort, parce que là, on n'a pas accès à de l'amplification. Sachant que les deux tiers de nos émissions de carbone viennent des combustibles fossiles, dans quelle proportion vous pouvez remplacer ces émissions-là par des biofuels ou en fait, prendre par exemple la biomasse pour faire l'électricité pour le transport oui. L'idée de biocarburant et de génération de chaleur par le bois. Une faible proportion, pas une très grande proportion. Des chercheurs du CFL ont fait une étude dans laquelle ils montraient que si on utilisait toute la récolte canadienne de bois, toute la récolte, et qu'on la consacrait à 100% à la production d'énergie, on ne comblerait pas 17% des besoins énergétiques canadiens. Donc là, je ne parle pas des résidus, là, je parle de toute la récolte. Tout. Ça représenterait pas plus de 17% de la consommation actuelle. Donc, il faut être assez prudent avec ça parce que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. La consommation d'énergie, c'est énorme en regard de ce qu'on produit de biomasse. Et donc, il y a plusieurs politiques publiques européennes, notamment, qui actuellement font l'objet de beaucoup de controverses parce que on a dit, certains pays, l'Europe, de façon générale, a dit d'ici 2020, 20% de l'énergie va provenir de sources alternatives. Puis certains pays ont misé beaucoup sur l'éolien et le solaire, mais d'autres, comme l'Angleterre, ont misé beaucoup sur la biomasse. Et il crée un effet de vacuum sur la biomasse qui suscite beaucoup de discussions en Europe et dans le monde entier. Parce qu'il y a eu du scalpage dans les pays de l'Est pour amener de la biomasse en Angleterre pour alimenter les chaufferies. Et donc, ça suscite toutes sortes de réactions. Et donc, je pense qu'il faut regarder qu'est-ce qui est résiduel dans les processus forestiers, autant en forêt que dans la transformation du bois. Donc, si on parle de résidus de lignine dans un procédé de pâte et papier, c'est clairement un résidu. Et donc, là, produire l'énergie avec ça, ça a du sens. Puis, avec tous les résidus, quelle sera la proportion de la consommation d'énergie? Ça va être une petite proportion, très faible. Puis, il faut essayer de la mesurer grossièrement pour ne pas faire des choses qui seraient abusives. La meilleure source d'énergie, c'est l'économie d'énergie. C'est de loin. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer d'abord. Est-ce que la technologie pourrait améliorer cette proportion-là? Maintenant, le 17% pourrait s'augmenter avec des nouvelles technologies qui est optimisée? Pas de façon, pas dans un ordre de grandeur. Peut-être de 15, 20%, 30%, oui, mais pas dans un ordre de grandeur. Alors, derrière, je crois que c'est mon ami Louis qui habituellement, je le revenais au son, mais là, je le refais au bras. Oui, Robert. Avec le tram là, que le Québec aide vivre à l'île verte, la sécurité des constructions en bois va certainement se reposer. Des commentaires là-dessus? Là?
Bien, la question de la sécurité dans le code du bâtiment, c'est une question qui est centrale. En fait, quand on conçoit le code du bâtiment et qu'on le fait évoluer, c'est la première considération qui est là. Et on n'a pas on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à l'île verte. En fait, on ne sait pas, il n'y a pas eu de rapport encore. Une des raisons pour lesquelles c'est si lent retrouver les corps, c'est qu'en même temps qu'on dégèle puis qu'on cherche les gens, il y a des enquêteurs qui enquêtent pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais c'est sûr que dans toutes les constructions, aujourd'hui, au 21e siècle, on connaît les techniques et elles sont référées dans le code du bâtiment pour faire des constructions sécuritaires. Et la norme, c'est qu'un bâtiment qui serait en feu permette à des gens qui sont dedans d'avoir 45 minutes à 1 heure, dépendant du type de bâtiment, pour évacuer le bâtiment de façon sécuritaire. Et en principe, quand cette norme-là est respectée, on a un bâtiment sécuritaire, qu'il soit en bois ou en n'importe quoi. Si un bâtiment est en acier, c'est pas tout le bâtiment qui est en acier. Hein? À l'intérieur, il va y avoir des meubles, des tapis, des rideaux, puis ça prend en feu aussi. Et quand le feu est plus dans un bâtiment en acier, il va s'écrouler, puis il va fondre, puis il va être dangereux. C'est pas le bois en tant que tel, parce qu'il est combustible, qu'il est dangereux. Il faut appliquer les normes de sécurité dans la conception et la construction et l'opération des bâtiments. Mais des fois, ça arrive que les normes ne sont pas bien appliquées, puis des fois, ça arrive qu'il y a des accidents qui défient même les normes sécuritaires. Ça. Je vais me réserver la dernière question, parce que dans l'introduction de notre doyen, j'ai oublié de mentionner qu'il préside un chantier sur la création de valeur. Alors, le gouvernement du Québec a une initiative en politique publique pour faire que la foresterie, le secteur forestier ait vraiment une contribution stratégique à l'économie québécoise. Est-ce que toutes les préoccupations de changement climatique, d'analyse de cycle de vie, ça influence la réflexion d'un chantier, par exemple, comme celui que vous présidez sur la création de valeur? C'est un tout autre sujet que celui que j'ai traité aujourd'hui. Mais c'est sûr que, pour moi, l'économique de la production forestière, c'est une des lunettes pour la regarder. T'sais, tout ce qu'on fait a tous les impacts tout le temps, sur tout. Mais on ne peut pas analyser tout le temps, de toutes les manières. Puis des fois, il faut regarder la question avec des lunettes environnementales, sociales, économique. Pour moi, l'angle économique, c'est une des lunettes. Et quand on essaie d'articuler une compréhension économique du système forestier, il faut utiliser les métriques qu'on utilise en économique, des dollars, des coûts, des revenus, des emplois et des retombées qui se propagent dans la société de différentes activités. Et ça, c'est la lunette économique. Mais pour moi, je pense qu'on a besoin de développer cet éclairage-là sur notre approche d'aménagement forestier, mais je pense que c'est pas parce qu'on fait ça que ça fait que toutes les autres lunettes ne sont plus là. C'est-à-dire la réalité demeure en un seul menton, puis elle va se transformer. Mais il faut, je pense, avoir le regard économique, comme il faut avoir le regard environnemental clair, le regard social clair, savoir qu'est-ce qu'on veut faire de la forêt comme société, et que tout ça avance en même temps. Mais dans l'élaboration de la stratégie d'aménagement durable des forêts, dans l'exercice que le gouvernement du Québec a tenu, je pense, c'est ma perception, puis c'était un constat assez largement partagé, que le volet économique avait été insuffisamment articulé. Et c'est le mandat qui a été donné au chantier que je préside. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais dans mon esprit, tout le reste continue d'exister. Et bien sûr, il y a certaines considérations environnementales qui peuvent devenir des justifications à faire des choses, mais qui vont avoir un impact économique qu'il faut évaluer puis mesurer dans l'ensemble du système. Mais il faut avoir une réflexion économique, une réflexion environnementale, une réflexion sociale pour avoir une stratégie d'aménagement durable des forêts complète. Si on est dans un paradigme du développement durable, il faut avoir les trois. Mais, à mon sens, la réflexion économique était insuffisamment développée. Et pour moi, en tout cas, c'est un commentaire, mais les forestiers, on est formés pour, entre autres, dans la planification forestière, dans l'aménagement forestier, on essaie de protéger, maintenir, perpétuer la possibilité forestière. Calculer quelle est la possibilité qu'une forêt peut donner à rendement soutenu à perpétuité. Et donc, on a tendance à avoir comme métrique des mètres cubes. C'est-à-dire
ce qui sort de nos modèles, c'est des mètres cubes de bois. Puis on cherche un effet de possibilité qui c'est des mètres cubes. Puis on est beaucoup dans les mètres cubes, mais je pense que cette réflexion-là, qui a sa logique en soi, on doit, si on veut avoir un regard économique, l'exprimer aussi en termes de dollars. Savoir exprimer en termes de dollars. Puis là, en termes de dollars, ben, un gros arbre à mètre cube égal ne vaut pas la même chose qu'un petit arbre. Tu sais, la qualité joue un rôle important. Puis il y a toutes sortes d'autres considérations qui amènent de l'eau au moulin de l'économique, qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais oui, il y a certains enjeux environnementaux qui viennent avoir un impact sur la vision économique qu'on va avoir de la forêt et du secteur. Merci. Alors, est-ce que je remets la parole à M. Saint-Amand pour des remerciements ou j'ai pas eu d'instruction claire? Alors, M. Beauregard, je vous remercie beaucoup. Robert, je te remercie énormément pour ce portrait très panoramique de la question des changements climatiques dans l'éco-construction, dans l'analyse des cycles de vie. Pour ce qui est des produits du bois, c'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup.